Zulf Lawan, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de littérature et de beaucoup d'autres belles choses. Et pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir deux écrivains qui écrivent ensemble, c'est assez rare, Michel Kanezi et Jamil Rahmani. Michel Kanezi, bienvenue à Berbère Télévision. Merci Youssef. Je t'en prie. Jamil aussi, bienvenue. Marhaba ici. Merci, Azul Fillaouen. Azul Fillah à Jamil. Et donc, comme je le disais, c'est très sympathique que deux écrivains se mettent à écrire ensemble et à nous donner des fictions toutes réussies. Alors, on va commencer par ce livre qui vient d'avoir 2 prix, je citerai les 2 prix tout à l'heure, donc c'est Alger sans Mozart. Ce livre est sorti, donc Jamil chez Naïve en 2012, c'est ça? Exact. Et ce livre, il a eu un succès d'estime d'abord, et puis de librairie, et c'est une histoire qui rappelle un peu beaucoup de vécu, principalement en Algérie, n'est-ce pas? Exactement, oui. C'est l'histoire, c'est 60 ans d'histoire algérienne, 60 ans d'histoire algéro-française. C'est l'histoire d'une femme, d'une pied-noire qui, au lendemain de l'indépendance, décide de rester en Algérie et c'est son parcours jusqu'à nos jours. Michel alors, Michel Kanezi, et comment est-ce que l'idée d'écrire avec Jamil vous est venue tous les deux alors? Alors, l'idée nous est venue en fait grâce ou à cause du temps atroce de ma maison de campagne. Jamil et moi, on se connaît depuis presque 30 ans, on a fait nos études ensemble. Jamil, c'est comme un frère pour moi, donc voilà, un frère algérien, vous voyez. Et il se trouve que j'ai une maison près de Paris, en Seine-et-Marne, où il fait souvent un temps exécrable, comme on est en ce moment d'ailleurs. Et donc, Jamil venait souvent passer les week-ends dans ma maison, et puis il fallait s'occuper parce qu'il ne faisait pas beau, on ne pouvait pas sortir. Et on a commencé à écrire une fiction. On a commencé à écrire quelque chose qui devait ressembler au départ à une pièce de théâtre, puis qui est devenu un roman. Et voilà, et on a voulu écrire sur une période extrêmement douloureuse de notre vie professionnelle, qui était l'émergence du sida dans le Paris des années 80. Parce que Jamil, qui est médecin comme moi, est réanimateur anesthésiste, donc il voyait plutôt les patients en fin de vie. Et moi, qui suis dermatologue, spécialiste en maladies sexuellement transmissibles aussi, je voyais plutôt les patients en début, au moment du diagnostic. Et donc, si vous voulez, Jamil et moi, on s'est dit, on a accumulé beaucoup de choses, donc on a commencé à écrire un texte là-dessus pour, comment vous dire, un peu nous soulager aussi de toutes ces douleurs accumulées pendant tant d'années. Voilà, d'où la genèse. Donc l'écriture a été un peu une thérapie pour vous deux. On peut dire ça. On peut dire ça. On peut dire ça, oui. Au début. Et puis ensuite, en fonction du destin de notre premier livre, puisqu'il a été adapté au cinéma, on pourra peut-être raconter dans quelles circonstances. Bien sûr. Disons que, mais c'est vrai que c'était. Moi, j'ai vécu comme une thérapie pour éviter le. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est le burn-out. C'est quoi? Alors, le burn-out, on a beaucoup décrit ça justement dans le début des années SIDA, où les médecins étaient obligés de véhiculer une telle douleur qu'ils arrivaient à ne plus pouvoir supporter ça. Et c'est un terme anglais qui veut dire cramer en fait. Les médecins étaient cramés de véhiculer tant de souffrance. Voilà. Et ça nous a... Enfin, moi, personnellement, c'était donc l'apparition de ce fléau terrible voilà. au début des années 80. Voilà. Donc, Jamil, le syndrome de Lazare, c'est ça qu'il raconte. Il est sorti en 2006 aux éditions du Rocher. C'est l'histoire d'un homme marié qui contracte le sida et c'est le parcours de cet homme jusqu'à sa mort. Et la vision aussi de sa femme sur la maladie de son mari. À propos de ce livre, je voudrais vous dire quelque chose qui me semble intéressant, c'est que quand nous avons commencé à écrire le syndrome de Lazare, nous pensions que nous allions raconter surtout l'histoire de cet homme qui tombait malade. Et au cours d'écriture, c'est comme si nous avions été appelés par son épouse qui nous disait attention, c'est pas tellement lui qui est intéressant, c'est moi le personnage, c'est mon regard à moi sur la maladie de mon mari. Et en fait, en cours d'écriture, cette femme a pris de plus en plus d'importance. Elle est devenue, elle a tiré le roman vers elle. Voilà. Et quand j'entendais avant les écrivains dire
c'est fou, les personnages prennent vie, ils nous emmènent où ils veulent. Je me disais, oh, ça, ils exagèrent un peu. Mais c'est vrai, on l'a vécu, on l'a vécu. Elle a pris le roman. Ça, c'est le personnage de fiction, hein, c'est pas la réalité. Non, hein. non, non, Parce non, que non, bien sûr. vous voyez les gens Oui, réellement. non, aussi. là, cette femme n'existe pas, Bien c'est un sûr. personnage. Je me demande si elle n'est pas plus vraie que la réalité d'ailleurs, parce qu'elle a pris tellement de force, on dort avec, on vit avec, je veux dire, c'était devenu une obsession cette femme. Et à mon avis, c'est ça qui fait l'intérêt du livre, c'est le regard de cette femme et pas tellement celui du mari. Et puis, donc, tu le disais, Michel, donc, ce film a inspiré un film de Téchiné, c'est ça? Oui. Les témoins, c'est ça? Les témoins, voilà, avec Samy Bouajila, Oui. avec Michel Blanc, avec Emmanuel Béard, Julie Depardieu. Ce film a eu beaucoup de succès. Il a eu 5 nominations au César. Il a eu un César du meilleur acteur pour Samy Bouajila. Et c'est une belle aventure parce que, si je peux raconter comment ça s'est passé, bien parce sûr, que c'est très, bien sûr, parce bien que je sûr. crois qu'on a un peu de temps, donc j'en Mais bien profite. sûr. En fait, j'étais parti au Festival de Marrakech avec le manuscrit sous le bras, qui n'était pas vraiment tout à fait un roman, qui n'avait pas encore d'éditeur. Et il se trouve que le soir, un dîner, je me trouvais chez des amis, où André Téchiné était invité, il était assis à côté de moi. Et j'ai commencé à discuter avec lui, et puis il me dit « Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Je lui dis « Vous savez, je suis médecin. » Et un autre convive dit « Mais Michel est en train d'écrire un livre dont le sujet pourrait t'intéresser. » Et alors il m'a dit « Mais c'est quoi le sujet ?» Je lui ai expliqué ce que c'était. Il a insisté pour lire le manuscrit. Donc moi, et puis 3 mois sont passés, j'avais oublié un peu ça. Et puis Téchiné m'a appelé en me disant « Michel, j'aimerais vous voir. » Et il a eu cette phrase, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il m'a dit « Je voudrais vous voir parce que pour un coup d'essai, je vous laisse terminer la phrase. » Alors évidemment, j'ai appelé Jamil, je lui ai dit « Attends, il nous arrive un truc, Téchiné est intéressé, je vous passe les péripéties. » Le film s'est fait, le livre est sorti, a trouvé finalement évidemment un éditeur, et le film est sorti 2-3 mois après la publication du roman. Quasiment Donc, simultanément. presque en même temps. En même quoi. temps, presque en même temps. C'est magnifique, c'est fait une belle rencontre et le Maroc a aidé à cette rencontre. Jamil, non? Oui, le Maroc a aidé à cette rencontre dans la mesure où on a écrit le scénario avec André Téchiné à Tanger. Hein, on s'est enfermé, littéralement, pendant 3 semaines dans un hôtel au bord de la mer, sur une falaise, battu par les vents. Oui. Et on a écrit le scénario. Et ça a été d'un apport très important pour nous parce que André nous a apporté quelques ficelles du métier, notamment le fait que les personnages ne doivent pas être statiques, ni dans un film, ni dans un roman. Les personnages doivent évoluer avec le temps, c'est-à-dire que quand on prend un personnage, il doit être différent de ce qu'il est au départ. Au départ de la fiction. Au départ Oui, de la Michel. fiction. Il nous a apporté autre chose de très important. Nous étions dans un sujet avec le syndrome de Lazare où on pouvait très facilement tomber dans la sensiblerie et dans le côté pleurnichard, bien sûr. voilà, le mélo un Tout à peu fait. facile. Et on en parlait d'ailleurs hors antenne tout à l'heure, Tout à mais fait. il nous a cité cette phrase de Faulkner. En anglais, il disait « You must kill the darling ». Ça veut dire l'obsession, c'est de tuer le darling. Alors, je ne sais pas comment on peut traduire La ça en français. mièvrerie, il faut Voilà. c'est ça. il faut Se tuer tout ce qui est mièvre. Tout ce qui est vraiment le pathos, tout ce qui est trop mièvre. Il faut quoi. l'élaguer. Oui, il faut l'élaguer. Élaguer. L'émotion surgira d'autre part, d'autres choses. De l'écriture, d'autres Bien sûr, choses. bien sûr. L'art est fait pour ça. Et ce fléau du sida aujourd'hui, hein, bien des années après, il semble qu'il y a moins de morts quand même, Jamil. Mais oui, il n'y a parce pas qu'il y a quand même des de traitements. remède miracle. Il y a des traitements, Oui. extrêmement efficaces. Hein. Depuis l'avènement des trithérapies, on ne meurt quasiment plus. On ne meurt quasiment plus du sida. Le sida est devenu une maladie chronique, comme le diabète. Voilà. Pour peu qu'on se traite, bien sûr. Mais est-ce que ces traitements sont disponibles aux 4 coins du monde aujourd'hui? Oui, même en Afrique. En Afrique Oui, aussi. oui. ils sont L'Afrique est le disponibles. continent le plus touché par le fléau. L'épidémie est en régression en Afrique, hein, du fait justement de ces trithérapies. De leur diffusion. Mais nous, dans le syndrome de Lazare, nous nous sommes intéressés à la période avant les traitements. Parce que les traitements efficaces, c'est d'ailleurs, je ne crois pas qu'il y a d'exemple aussi brutal, aussi tonitruant, j'allais dire, en matière d'évolution médicale. C'est que avant janvier 96, quasiment tout le monde meurt.
après janvier 96, on ne meurt quasiment plus ou on meurt beaucoup moins. Et c'est C'est dû à janvier quoi? 80. À quel remède exactement? À La- ces trithérapies? À la Thérapie. découverte des trithérapies qui, du jour au lendemain, c'était d'ailleurs, en tant que médecin, c'était passionnant à vivre parce que je voyais des patients qui arrivaient, qui étaient un pied dans la tombe, fatigués, abîmés par la maladie, des gens jeunes en plus, donc c'était très cruel Bien d'assister sûr, à tout ça. bien sûr. Et ces personnes, au bout d'1 mois, 2 mois, on les voyait renaître. D'où le titre de notre roman, Le syndrome de Lazare, parce que Youssef, on n'a pas dit quelle est la signification du titre. On ne l'a pas dit. Mais c'est très important. Il faut que tu nous la donnes alors. Le syndrome de Lazare, Oui, c'est Jamil. le retour à la vie. Vous connaissez l'histoire de Lazare qui est ressuscité par le Christ. Tout à fait. Et il y a ce tableau du Caravage qui est la première page, la couverture de notre roman, Tout à fait. où vous avez le Christ qui ressuscite donc Lazare, et Lazare fait comme ça de la main en disant laisse-moi où je suis. Et le syndrome de Lazare, c'est la douleur de la renaissance. Parce qu'on ne lui a pas demandé son avis, en fait, à Lazare. Donc, il a été ressuscité et il a dû mourir 2 fois, en fait. Hein. Et donc, pourquoi ce syndrome a été décrit à ce moment-là? Parce que nous avions affaire à des patients qui avaient largué les amarres. Ils étaient prêts à partir. Ils avaient fait le deuil de Oui, la vie. Ils avaient fait le deuil de leur vie. En fait, ils n'avaient plus d'espoir. Non, mais ils Pire avaient que quitté, ça. ils étaient tellement malades qu'ils ne travaillaient plus. Tous leurs amis étaient morts, pour la plupart. Et ils avaient fait le deuil, ils étaient prêts à mourir. Et brusquement, on leur dit, ben non, vous n'allez plus mourir, vous allez revenir à la vie. Mais c'est un chemin extrêmement difficile, aussi difficile que de cheminer vers la mort, retourner vers la vie, c'est tout aussi difficile. Et ces traitements sont un peu lourds aussi, n'est-ce pas? Jusqu'à aujourd'hui. Ils sont moins lourds aujourd'hui moins qu'à lourds, l'époque. À ouais. l'époque, ils étaient très pénibles. Il fallait des prises pluriquotidiennes. Aujourd'hui, les traitements sont simplifiés. Ils ont gagné en efficacité. Ils ont perdu en effets secondaires. Ils ont gagné en simplicité, tout en étant encore de plus en plus efficaces. Donc voilà. Donc c'est une grande avancée de la médecine. C'est on une peut très dire grande comme ça. avancée de la Ah oui, médecine. Oui, énorme, les gens ne meurent plus. Pour peu qu'ils observent bien leur traitement, ils ne meurent quasiment plus de ça. Donc rien n'est impossible, on peut dire comme ça, pour l'homme. Vous qui êtes écrivains tous les deux, donc il y a toujours de l'espoir sur cette terre. Oui, bien sûr. Oui, il faut avoir foi en la science. Hein. Regardez, moi quand j'ai commencé mes études de médecine, les hommes et les femmes, on les disait vieux après 60 ans. C'est vrai. Et maintenant, quand on a un patient de 75 ans, on dit il est jeune. Et la vieillesse ne commence qu'après 80 ans. Et c'est vrai, et des gens vivent jusqu'à 102 ans. Je voudrais qu'on dise juste un petit mot en hommage à un ado qui nous a quittés, donc le patron de la quinzaine littéraire, qui est parti effectivement à l'âge de 102 ans. Quand même, ce n'est pas jeune, on peut dire comme ça. Mais il faut espérer qu'une certaine forme d'activité intellectuelle, enfin j'espère, protège. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est mis à écrire. C'est parce que pour éviter de tomber dans la routine et puis pour continuer à faire des recherches, pour inventer, c'est très enrichissant. Ça maintient, j'espère, les neurones en bon état. Bien sûr. Et le deuxième livre, alors, c'est encore un roman, c'est La douleur du fantôme. Il paraît en 2010 chez Phébus. Et ce livre, qu'est-ce qu'il raconte, Jamil, alors? Bon, ce livre, c'est un thriller. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est prise dans un tourbillon de meurtres. Et elle se rend compte qu'elle est en fait le personnage central, spectateur, elle est spectatrice de meurtres qui sont commis autour d'elle et elle se demande pourquoi et finalement elle finit par trouver qu'elle n'est pas pour rien dans tous ces meurtres. Et voilà, donc l'histoire, c'est l'histoire de la quête, de la raison de ces meurtres. Mais oui, Michel. Comme toujours dans nos livres, oui. Bon, en plus, nous avons voulu écrire La douleur du fantôme parce qu'avec le syndrome de Lazare, c'était quand même lourd à gérer. Donc on s'est dit là, on va essayer autre chose. Quelque chose de plus léger. De plus léger. Façon de parler. De différent. De différent. C'est quand même 6 crimes qui sont tous plus horribles les uns que les autres. Mais bon, en tout cas, c'était plus amusant à écrire. Et comme toujours dans nos livres, on essaye de donner une place très importante à l'art.
Dans le syndrome de Lazare, c'était la peinture du Caravage. Dans la douleur du fantôme, c'est la danse et l'architecture. C'est-à-dire qu'on se rend compte à la lecture de la douleur du fantôme qu'il y a un fil rouge qui guide tous les protagonistes, c'est-à-dire Napoléon III. Parce que le livre commence à l'hôtel du Palais à Biarritz, qui était la résidence d'été de l'impératrice Eugénie. Ça se poursuit à l'Opéra Garnier, qui est aussi une réalisation de Napoléon III, au château de Pierrefonds, restauré par Viollet-le-Duc sur ordre de Napoléon III, etc., etc. Donc Napoléon III devient le fil rouge de toute l'histoire. Et ça, c'était... Et la danse, puisqu'il se trouve que dans ma vie, j'ai été très confronté à la danse, et c'était amusant de mettre... Si vous voulez, j'ai vécu tellement de choses dans le milieu de la danse que je me nourrissais à mon insu de beaucoup d'expériences que nous avons retranscrites dans La douleur du fantôme. Et effectivement, tu es très proche du milieu de la danse puisque tu as connu et tu as été ami avec Rudolf Nureyev qui nous a quittés, je crois, en 1993, n'est-ce pas? C'est ça, on vient de commémorer... Qu'est-ce que tu peux nous dire alors à propos de ce grand danseur? Alors là, je dois dire que Nureyev, d'abord, je remercierai jamais, je ne sais pas qui je dois remercier, la destinée, les dieux, bon. Parce que avoir eu l'opportunité, la chance de côtoyer pendant 10 ans, je l'ai accompagné en tant que médecin d'abord et ensuite en tant qu'ami. D'ailleurs, tout était intriqué parce que Nureyev était quelqu'un de très spécial. Mais avoir eu la chance de connaître un génie pareil, c'est une chance extraordinaire. Nureyev était un catalyseur. Où que nous y allions, nous avons beaucoup voyagé ensemble, je l'ai accompagné partout dans le monde. Les gens venaient se cristalliser autour de lui, on rencontrait des gens fabuleux, il se passait toujours quelque chose. Voilà. Et Nureyev était un être particulièrement exceptionnel. Je vais vous citer une anecdote. Par exemple, un jour, nous étions en Italie, à Florence, et j'étais dans les coulisses, il s'apprêtait à rentrer en scène, et je dis à Rudolf, je lui dis, mais qu'est-ce que vous ressentez là, maintenant, vous allez danser, qu'est-ce que vous ressentez? Oui. Il me dit, maintenant, Michel, il me dit, laissez-moi. Il me dit, maintenant, je vais aller parler avec les dieux. Voilà. Extraordinaire, magnifique. Et Nureyev, c'était que des choses comme ça. Ouais, quelle belle réplique, il en a eu. Beaucoup d'autres aussi. Enfin, un humour ravageur, c'est quelqu'un qui, 20 ans après sa disparition, me manque toujours parce que, voilà, c'est une chance. Effectivement, folle. ça sera les 20 ans de sa disparition. Ça vient c'était le 6 janvier, le 6 janvier 93. Je peux vous dire que je n'ai pas oublié la date, ni l'heure, ni la seconde précise où ça s'est passé. Et il est parti aussi victime de ce fameux virus, n'est-ce pas? Malheureusement. Donc à cette époque-là, on n'avait pas encore les remèdes, il ne pouvait pas vivre un peu plus, n'est-ce pas? C'était inexorable. Tout à fait. Je reviens toujours à La douleur du fantôme, donc ce roman qui sort chez Phébus en 2010, où Napoléon III est semble-t-il, donc un guide, un fil de l'histoire. Ce Napoléon III a eu une histoire avec l'Algérie, et l'Algérie n'est pas dans le livre. Non. C'est une question un peu qui sort du roman. Non, mais c'est très bien. C'est très bien ce que vous venez de dire parce que ça nous montre. C'est vrai que j'ai lu cet épisode sur Napoléon III en Algérie parce qu'en plus, je fais juste une petite parenthèse parce que il a eu un geste extrêmement touchant pendant son voyage en Algérie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il est parti. D'abord, il est parti de Toulon, je crois. Il est allé en Corse, évidemment, à cause des origines de la famille impériale. Et ensuite, d'Ajaccio, il est parti jusqu'à Alger. Et quand il est arrivé à Alger, il a appris que la sœur de l'impératrice venait de mourir. Or, elle était très attachée à sa sœur. Il lui a caché, pendant tout le voyage en Algérie, il n'a pas osé lui dire que sa sœur était morte. Pour ne pas lui gâcher le voyage. Pour ne pas lui gâcher le voyage. Voilà. Lui, il a rêvé d'un royaume en Algérie qui serait très proche de la France. Un royaume arabe. D'un royaume arabe, disons-le. Oui, il n'a pas été d'un grand secours à la berbérité. C'est une évidence. Oui, mais bon, mais c'est autre chose. C'était une vision d'un autre siècle. Il a reçu en France, à Compiègne, plusieurs fois des dignitaires kabyles, dont Al-Mokrani, qui va devenir un grand guerrier, qui va se battre contre la France jusqu'à la mort. Voilà, ça c'est une histoire. Oui, Michel Canisi, tu es corse, et tu peux me tutoyer aussi. Bon, alors on va se... Oui, d'accord. D'accord, Youssef. Ce que je voulais dire aussi, c'est que à travers La douleur du fantôme, Jamil et moi, nous avons voulu rendre un hommage à Napoléon III parce que, je ne sais pas, il y a une sorte de
de rejet de cet homme, alors qu'en fait, il a quand même eu... C'était un précurseur. Oui. Il a quand même bâti la France industrielle dans laquelle nous vivons. Il a complètement remodelé Paris. Il lui a donné un de ses plus beaux monuments, c'est-à-dire l'Opéra Garnier, etc., etc. Et évidemment... Il a rendu Paris une ville saine. C'est lui qui a fait le réseau d'égouts. C'est vrai. Et le choléra a disparu de Paris grâce à Napoléon III, qui, d'ailleurs, à Compiègne, faisait venir Pasteur pour donner à la cour des cours de microbiologie. Oui, ça aussi, C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On ne le raconte pas souvent aujourd'hui. Et le pauvre, alors on dit oui, ça a été le déclenchement de la guerre de 70, la chute de l'Empire. Je ne dis pas que tout était rose et bleu, mais encore là, c'est le médecin qui parle. Il ne faut pas oublier que Napoléon III, à Sedan, au moment où il a perdu la bataille, il se promenait avec un calcul grand comme ça dans le Rhin, qui lui donnait des douleurs dans la vessie. Dans la vessie et dans le Rhin. Il a été opéré, je te laisse imaginer dans quelles circonstances, c'est-à-dire sans anesthésie, sans rien. Évidemment, il en est mort quelques semaines plus tard. Bien sûr. Et donc, c'est un homme... Donc c'est un mal-aimé de l'histoire. Un mal-aimé de l'histoire, oui. C'est dommage. Il y a quand même des personnages de ce genre, hein, dans tous les pays que l'histoire, surtout officielle, n'aime pas beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a tout... lui, c'en est un. Comme ça, à l'esprit, peut-être qu'ils seront réhabilités. Par exemple, moi, ça me semble incroyable que ces cendres soient toujours en Angleterre et que on ne les ait pas rapatriées en France, après tout. Surtout qu'il avait fait bâtir son mausolée, qui est à Paris. Tout à fait. Est-ce que tu sais où ça se trouve? Non, je ne sais pas où ça se trouve. C'est l'église Saint-Augustin. Ah, d'accord. L'église Saint-Augustin, sur les grands C'est boulevards. dans le 8e arrondissement. Voilà, c'était censé recevoir les cendres de Napoléon III. C'est extraordinaire, cette histoire qui vient donc être aussi une matière pour l'écrivain. C'est ce que vous allez faire dans Alger sans Mozart. Hein. Oui. C'est une grande plongée dans l'histoire. Hein. L'histoire officielle, l'histoire avec grand H, on la devine à travers une écriture des personnages, une écriture très simple mais très profonde. Et donc, on arrive à Alger sans Mozart. Déjà, le titre, il est très beau. Michel, qui est-ce qui a trouvé le titre alors? Alors, il y en a des anecdotes à raconter, heureusement qu'on a beaucoup de temps. Alors, le titre a été trouvé en partie, et nous l'avons remanié par notre ami Tahar Benjeloun. D'accord. Tahar Benjeloun a voulu lire le manuscrit avant publication, et puis je revois la scène. J'étais en train de dîner avec lui dans un restaurant marocain à Paris. Jamil n'était pas là ce soir-là. Puis il me dit, tu sais, je viens de lire le manuscrit. Il me dit, c'est bien, mais il me dit, oh, puis il y a un moment où Louise, elle dit, ils veulent m'empêcher d'écouter Mozart. En parlant des islamistes. Bien sûr. Ils voudraient nous empêcher de danser, de chanter. Ils veulent m'empêcher d'écouter Mozart. Et tu imagines ma vie sans Mozart à Alger. Et il dit à Michel, voilà, il faut que ça s'appelle « Ils veulent m'empêcher d'écouter Mozart ». Alors, on s'est concertés tous les deux, Michel et moi. Ils veulent, c'est un peu dur. C'est un peu long. C'est un ouais, titre qui n'est pas terrible. On va essayer de trouver autre chose. Et nous est venu tout naturellement Alger sans Mozart. Ben c'est magnifique, c'est un titre porteur et qui symbolise bien des choses. Et donc, ce roman, vous commencez à l'écrire quand, avant sa publication, chez Naïve en 2012? On a commencé à l'écrire en 2005. Ah d'accord. 7 ans auparavant, c'est un roman qui nous a donné entre 7 et 8 ans, il nous a demandé entre 7 et 8 ans de travail. Vous avez pris votre temps, mais vous avez fait une belle œuvre. On va faire juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec les écrivains Michel Kanizi et Jamil Rahmani qui ont publié entre autres Alger sans Mozart qui vient d'avoir 2 prix, le prix L'Oriental 2013 et le prix Coup de cœur Comédie Livre Montpellier 2013. Jamil, ça vous fait plaisir quand même ces 2 prix? Oui, parce que ce sont des prix qui ont été décernés par un jury de lecteurs de médiathèques, de lecteurs privés, enfin qui lisaient chez eux. Et c'est pas un jury d'écrivains, c'est un jury de gens qui aiment la littérature. Et on ne peut pas dire que c'est un prix de copinage. Non, non, parce que on ne les connaissait pas. Non, parce que un des prix,
C'est le prix coup de cœur de l'association Coup de Soleil du Languedoc-Roussillon. Donc moi, Montpellier, c'était une ville que je ne connaissais pas. Et l'autre, c'est un prix qui a été décerné par une association qui s'appelle l'Oriental et donc qui a été attribué à Lorient. Et je ne connaissais pas Lorient jusqu'à la semaine dernière. D'accord. Donc ce livre, Alger sans Mozart, il a eu du succès et les gens ont même éprouvé une certaine nostalgie à la lecture de ce livre. Michel Canisi, est-ce qu'on vous a parlé de ça, de cette Algérie, au fait, dont vous racontez l'histoire, mais qui n'existe plus? Oui, bien sûr qu'on nous en parle tout le temps, parce qu'on voit, nous avons une page Facebook qui est consacrée au roman. Et alors, en plus, Jamil l'alimente beaucoup plus que moi, d'ailleurs, enfin, il n'y a même que lui qui s'en occupe. Il met beaucoup de toiles, et on voit que ça génère des réactions effectivement très tendres, quelquefois parfois un peu violentes aussi, mais 95% des réactions sont extrêmement nostalgiques, tendres. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que Alger sans Mozart, c'est surtout pas un livre tourné que vers la nostalgie. Tout à fait, bien sûr. Surtout pas, et évidemment, loin de nous cette idée de la nostalgie de l'Algérie française. Pas du tout, du tout. C'est un livre à la fois sur la nostalgie du passé, sur la douleur, toutes les douleurs que l'Algérie a traversées. Et puis c'est aussi un livre, j'espère, qui est tourné vers l'avenir, parce qu'il y a un des personnages du roman qui s'appelle Sofiane, qui est un jeune Algérien, qui symbolise le futur de l'Algérie. Et qui, enfin je le dis maintenant, mais qui va s'enrichir, entre guillemets, un peu grâce à cette langue que va lui donner Louise et qui est un peu sa prise de guerre. Vous voyez à quoi je fais allusion. Le butin. Le butin, voilà, selon le butin Khatab Yassine. Selon Khatab Yassine, Le butin de oui. guerre. Voilà, oui. le butin de guerre. Khatab Yassine, qui est l'un de nos plus gros poètes et romanciers, C'est à ça que qui je a faisais publié allusion, bien écrit sûr, un Najma, bien sûr. Mais Alger sans Mozart, c'est un livre qui est lu en Algérie, Jamil? Écoutez, il a été à la foire du livre l'an dernier. En Algérie, il y en bien a sûr. eu 20 exemplaires qui ont été envoyés. Et en une demi-heure, il n'y en avait plus. Non, il n'est pas encore publié en Algérie. Il n'est pas publié en Algérie et je crois savoir que vous êtes en contact avec un Oui. éditeur qui probablement le rééditera en Algérie. Et on espère, c'est l'éditeur d'Alimène que nous avons rencontré, une éditrice plus précisément, Oui, que nous bien avons sûr. rencontré à la Comédie du Livre à Montpellier et qui s'est montré intéressé et qui l'a lu sur les conseils de Maïs Abbé, Oui. que nous avons rencontré aussi et qui nous a dit tout le bien qu'elle pensait d'Alger sans Mozart. Et cette éditrice, Dalila, qui est propriétaire des éditions d'Alimène, a dit qu'elle rentrerait en contact avec notre éditeur et qu'elle le publierait en Algérie. Et On espère beaucoup qu'il soit publié en Algérie, à l'instar probablement des autres livres que vous avez déjà publiés. Il est aussi disponible dans sa version numérique en téléchargement. D'accord. Ça, c'est Sur iTunes. Sur iTunes Book. Enfin, D'accord, sur le d'accord. iBook Store. Donc, à la limite, on peut le On lire, peut le télécharger aussi en version télécharger, numérique, ouais. même si ce n'est pas la même chose quand même que lire Ah non. un livre Non, mais bon, physiquement. bien sûr, bien sûr. Surtout Et- que c'est un bel objet, donc c'est bien d'avoir en main. C'est un bel objet, effectivement. La couverture aussi est réussie, en tout cas, et même la maquette du livre. Est-ce que vous savez qui est, pardon, je te coupe, excuse-moi. Voilà. Je vais quand même, puisque tu parles de la couverture, je ne peux pas ne pas dire. Parce que Vas-y, dis-le. c'est assez révélateur de la façon dont nous travaillons, Jamil et moi. Parce que l'histoire de cette Louise, qui est une pied noire, mais Oui. bon, en fait est très inspirée quand même d'une des tantes de Jamil, qui elle n'est pas pied noire, bien sûr, elle est algérienne. Mais quand nous avons... il fallait choisir la couverture. En fait, la photo de couverture, c'est une photo de ma mère. Voilà, c'est ma mère qui est en couverture du roman. Donc, c'est un peu l'histoire de la tante de Jamil, mais c'est ma mère qui est en couverture. Voilà. C'est très sympa que tu nous le dises, Voilà. parce que moi, je ne le sais pas. À mon avis, beaucoup de gens ne le savent pas. Non, enfin, les gens commencent à le savoir parce que j'ai commencé à le dire un petit peu, mais c'est vrai. Mais les gens s'en doutaient, c'est drôle. Bon, on me le dit, mais c'est pas votre mère, cette dame. On me le dit. Mais maintenant, je le dis, voilà. C'est magnifique. Est-ce que Jamil, Alger sans Mozart est un livre où il y a des messages, ou un seul message? Est-ce qu'il y a des oui, messages? non, il y a énormément de messages, bien sûr. Énormément de messages. Quels seraient-ils, ces messages? Le message, c'est un message que la culture, on ne doit pas oublier la culture, que dans un pays, la culture est fondamentale, qu'on ne peut pas vivre sans ses racines, que nos racines, c'est ce qui nous rattache aux ancêtres, à la terre,
qu'on ne doit pas oublier nos racines berbères, on ne doit pas oublier les composantes juives, françaises, Tout à fait. africaines Et de toutes ce ces pays. composantes nous enrichissent en réalité, contrairement à certains discours. Toutes ces composantes nous enrichissent et font ce que nous sommes et font l'identité algérienne. Tout à fait. Et toi, Michel, tu n'as pas vécu en Algérie, tu n'as pas peut-être de parents qui ont vécu en Algérie à cette période-là. Comment est-ce que tu as senti ce vécu, hein? Alors, comment est-ce que tu as senti cette histoire? Tu sais, Youssef, je suis corse, moi, enfin, je suis originaire d'Ajaccio. Oui. Ajaccio, d'ailleurs, enfin la Corse, on dit que c'est très semblable à la Kabylie. Tout Alors, à fait. je suis jamais encore allé en Kabylie, je connais qu'Alger. Ah, il faudra y aller. ouais, Hein. Jamil va te prendre avec je lui. ne demande que ça. Mais donc, moi, mon histoire avec l'Algérie, c'est quelque chose qui remonte à ma petite enfance. Oui. Parce que je me souviens, quand j'étais enfant, quand j'avais une dizaine d'années, ma mère était terrorisée à l'idée qu'on puisse envoyer mon frère, qui avait 10 ans de plus que moi, faire son service militaire en Algérie. C'était la guerre. C'était la guerre, hein, début des années 60. La guerre de libération voilà. nationale en Algérie. Voilà. Elle a duré presque 8 ans. Oui, alors, bon, ma prise de conscience, quand j'étais un tout petit enfant, évidemment, la guerre, vous ne savez pas trop ce que c'est. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'en 62, j'ai vu arriver en Corse, puisque je vivais encore là-bas, beaucoup de pieds noirs rapatriés d'Algérie qui se sont arrêtés en Corse, qui se sont installés parce que pour eux, c'était un ersatz de l'Algérie, la Corse. Il y avait un peu le même climat. Évidemment, ils étaient très malheureux, mais ils sont venus avec leurs enfants. Et ces enfants, ils avaient mon âge. Ils sont devenus mes amis. Donc, toute ma petite enfance, j'avais quasiment pour amis que des enfants de pieds noirs. Des enfants qui venaient donc qui venaient d'arriver d'Algérie en 62. Et qui venaient de perdre leur pays aussi. Bien sûr, qui venaient de perdre Quoi leur qu'on pays. dise, c'est leur pays. Voilà. Hein. Pour certains, avec plusieurs générations. Bien sûr. Et moi, si tu veux, j'allais à la plage, je voyais ce ciel bleu, la mer magnifique, et j'entendais les nouvelles, et je me disais, mais comment se fait-il? Nous, ici, on est en paix, on est heureux, on vit dans l'insouciance. Et quelques encablures plus loin, c'est le drame, c'est les massacres, c'est la mort qui rôde et qui fait son œuvre. Enfin, ça m'a marqué quand j'étais enfant. Et voilà. Donc, et puis. Donc, tu n'es pas très loin en fait de cette histoire qui a raconté. Non, je suis pas très loin physiquement. Je ne suis pas très loin physiquement et je suis pas très loin culturellement, on va dire, parce que tout ça, c'est la puissance de la Méditerranée. Je veux dire, je suis un Méditerranéen aussi, comme Jamil. Tout à fait. Donc, et on voulait justement faire en sorte, en écrivant Alger sans Mozart, d'essayer, au lieu de diviser, de séparer ces deux rives, de les rapprocher. De les rapprocher, de les rassembler, de dire aussi que peut-être ils sont pareils, ces gens-là qui vivent d'une rive comme de l'autre, qu'ils aspirent peut-être au même bonheur, au même soleil. Jamil. Bien sûr. C'est, les deux rives de la Méditerranée ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre. Il y a, depuis la plus haute antiquité, des mouvements constants entre le nord et le sud. Le nord irrigue le sud irrigue le nord. Et il y a des gens des deux bords, des bords sud de la Méditerranée comme des bords nord de la Méditerranée, qui voudraient couper la Méditerranée en deux et interdire aux gens du sud d'aller vers le nord et aux gens du nord d'aller vers le sud. Et c'est contre ça que nous luttons, Michel et moi. Oui, Michel. Je voulais, à propos de ça, pour corroborer ce que vient de dire Jamil, dans Alger sans Mozart, il y a une scène, enfin il y a un petit passage qui est à la fois révélateur, que j'aime bien raconter, parce qu'il est révélateur de la façon dont nous écrivons, et en même temps de ce message, un des messages qu'on essaie de faire passer modestement, mais quand même, c'est qu'un jour j'étais en train de revenir du Maroc et j'étais en train de voler, l'avion passait au-dessus du détroit de Gibraltar. Et j'étais appuyé contre le hublot en train de rêver comme ça, je regardais en bas, là je voyais le détroit, et ça m'a... Je voyais ces deux terres qui s'effleuraient comme ça, je voyais l'Afrique du Nord qui effleurait l'Europe, et ça m'a fait penser, tu sais, à la fameuse fresque de Michel-Ange qui est dans la chapelle Sixtine, où Dieu tend son doigt comme ça pour donner la vie à Adam, qu'il effleure de la même chose. Et du coup, j'ai sorti mon ordinateur et j'ai écrit un petit texte très rapide en disant
ben voilà, à Tanger, le nord de l'Afrique effleure d'un doigt le sud de l'Europe, comme Adam effleure le doigt de Dieu. Mais lequel des deux donne sa vie à l'autre? Et c'est sur cet échange-là. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai appelé Jamil tout de suite. Le livre était prêt à l'impression. Je lui ai dit, regarde, qu'est-ce que tu penses de ça? Il me dit, c'est très bon, il faut qu'on l'intègre. Je lui ai dit, mais moi, je ne sais pas où le mettre. Et lui m'a dit, je sais exactement où le mettre. Et il l'a mis pile au bon endroit. Et c'était à quel endroit alors? C'est au moment où Marc, le réalisateur, est à Tanger justement, oui. et il a une réflexion à cet endroit-là, parce que bon, ça se passe bien à Tanger, sûr, ça collait bien. Et en même temps, cette anecdote, elle est révélatrice de la façon dont nous travaillons, Jamil et moi, c'est-à-dire c'est une espèce de symbiose mystérieuse, je dois dire. Et magique, ce n'est pas donné. Hein, c'est pas à nous de dire, mais c'est vrai qu'il y a c'est moi qui le dis. Hein, c'est moi qui le dis. Et je reviens à Jamil pour ne pas oublier. Il faut que tu nous dises un mot sur ton grand-père, qui a écrit dans plusieurs langues, qui a été un lettré à un moment où peu d'Algériens pouvaient faire cette quête intellectuelle. Mon grand-père était un autodidacte. Oui. Il a, contre le gré de son père, il a appris le français, il a appris à écrire, il a appris à lire. Il a passé, si mes souvenirs sont bons, le brevet élémentaire. Il est devenu instituteur. Il a passé... Vers quelle année à peu près, Jamil, pour situer un petit peu? Il est né à la fin du 19e siècle. Hein. Mon grand-père est né à la fin du 19e siècle, vers 1895, si mes souvenirs sont bons. Et il est mort en 65. Il était probablement instituteur dans les années 20. Oui, tout à fait. Oui. C'est l'un des premiers instituteurs. Oui, c'est un des algériens, un des premiers instituteurs algériens. Et puis ensuite, il est devenu professeur d'arabe. Il était lettré dans les 4 langues du pays, hein, le français, le berbère, l'arabe dialectal et l'arabe littéraire. Oui, l'arabe classique. Et il a écrit, sur des sujets ethnographiques, hein, sur les pratiques mortuaires dans la région de Trapaocras, sur la circoncision, sur la grossesse, et il a écrit, comme je te l'avais déjà dit, il a écrit des contes. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que tu nous dises un mot et que je ne l'oublie pas. Il a écrit des contes, mais qui malheureusement ne sont pas publiés. Des contes que j'ai lus, qui sont en français et en berbère. Quand même, non, mais ils ne sont pas ma propriété. Et comme je le disais... Il faut trouver une astuce. Il faut convaincre ma tante, parce que c'est ma tante... Eh bien, nous saluons ta tante et qui va nous regarder. Faites quelque chose, il faut que les textes soient publiés. Qui va nous regarder, et il faudrait aussi qu'on publie ce qu'elle a publié, elle, parce qu'elle est docteure en Sorbonne. Elle aussi. Et a écrit sur les rites et pratiques alimentaires du Capaocas. Ce genre d'écrit est assez rare, et surtout, avec l'avancée du temps, ces pratiques se perdent, parce que maintenant, le monde se fait un peu dans un moule, hein, où les tendances qui diffèrent sont rarissimes, hein, y compris en Algérie, y compris en Kabylie, où la consommation est pratiquement la même ici et là, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr. Et donc mon grand-père a eu en 1949 le Grand Prix littéraire de l'Algérie. Et il a été à la suite de ça président du Pen Club. Le Pen Club, c'est une association d'écrivains du Pen Club algérien. Où il y avait Gabriel Audizio, où il y avait divers auteurs pieds noirs connus. Et donc c'était quelqu'un qui avait une activité très importante au plan littéraire et culturel. Est-ce qu'il avait publié des livres de sang vivant en langue française? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il a publié des études ethnographiques. Ethnographiques, d'accord. Des études ethnographiques, pas de romans. Hein, pas de romans, pas de fiction. Est-ce que ces études, on peut les trouver aujourd'hui dans certaines bibliothèques? Oui, il y a des associations. Il y a une association qui a d'ailleurs le nom de mon grand-père, qui a publié Avgayet, qui a publié certaines de ses monographies. Et sinon, on les trouve à l'INALCO, à Paris, ou à la Bibliothèque nationale. Et donc, Jamil, ton grand-père, s'appelait en prénom Slimane. Slimane. Donc, ça serait intéressant, à mon avis, de rééditer toutes ces belles choses. Oui, bien sûr. Et on arrive
au roman qui va sortir le 29 août, Siamoise, chez toujours le même éditeur, Naïve 2013. Alors, Michel, qu'est-ce qu'il va raconter encore ce nouveau roman? Alors, on a essayé de rester un peu dans ce qui nous tient à cœur, à savoir les deux rives de la Méditerranée. C'est un peu notre marque de fabrique, hein. Moi, je suis ici plutôt du nord de la Méditerranée, Jamil du sud. Et c'est l'histoire de deux sœurs qui, à la disparition brutale de leur père, alors que dans la petite enfance, elles s'ignorent un peu, elles vont devenir fusionnelles. Elles ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre, vraiment elles s'accrochent l'une à l'autre. Elles partent avec leur mère, quelque temps après la disparition de leur père, en voyage au Maroc, puisque leur mère est ingénieure agronome, elle est censée s'occuper de réparer, enfin de restaurer la palmeraie, qui est très abîmée par le bayoud. Et donc, au cours de ce voyage, il va y avoir une sorte de parcours initiatique et une de ces deux sœurs va rencontrer deux sœurs siamoises qui sont vraiment accrochées l'une à l'autre et qu'on essaye évidemment de séparer pour leur rendre leur autonomie. Alors, tout ça, c'est des métaphores. Alors nous, on adore les métaphores. Alors là, on y va. Les deux sœurs, je te laisse imaginer que c'est évidemment les deux rives de la Méditerranée. Pourquoi les séparer? Vont-elles survivre à cette séparation? Tout le monde veut séparer tout le monde. Hein. Le Nord, il y a des gens au Nord qui veulent nous séparer du Sud. Il y a des gens au Sud. Et vous deux, vous ne voulez pas. Non, on ne veut pas. Et parce que c'est siamoises finalement qu'on sépare, eh bien, elles finissent par mourir. Parce que quand on dit à la mère, mais pourquoi vous voulez les séparer? Elles sont heureuses ensemble. La mère répond, elles ne savent pas ce qu'est le bonheur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui décident pour nous ce qu'est le bonheur et ce qu'est le malheur. Eh bien non. Oui, tout à fait. J'ai eu le privilège d'avoir lu ce texte. Je peux dire qu'il est excellent, bien écrit. Toujours cette écriture prenante, très simple et profonde. Et puis votre éditeur dit que c'est un thriller psychologique. Ça veut dire quoi, Michel Canisi? Disons que, en fait, avec ce roman, il faut que je fasse très attention à ne pas dévoiler parce que je pense que le lecteur va recevoir un choc à la fin. Parce qu'il y a une sorte de révélation qui, je pense, en fait, nous révèle une part de nous-mêmes aussi. Hein. Je dirais qu'avec ce roman, nous emmenons le lecteur dans un double voyage. Un voyage extérieur. On voyage beaucoup parce qu'à un moment donné, une des deux sœurs disparaît et l'autre part à sa recherche. Donc elle traverse des contrées, elle va justement en Espagne à la recherche de sa sœur, etc. Et finalement, que cherche-t-elle vraiment? Ce voyage extérieur se double d'un voyage intérieur. En fait, elle va découvrir quelque chose de très profond en elle, tout en cherchant sa sœur. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que sinon, c'est un double voyage. On ne va pas dévoiler tout ce qu'il y a dans le livre. Le livre ne sort que le 29 août prochain, mais le livre commence par le décès du père Jamil. Et pourquoi ce choix? C'est l'événement fondateur. C'est l'événement qui fait prendre conscience aux deux sœurs que l'une et l'autre existent et qu'elles ont besoin l'une et l'autre d'être ensemble pour survivre au malheur. Et il y avait une autre idée qui nous intéressait beaucoup, c'est de traiter, le premier chapitre est assez poignant, je pense, enfin en tout cas c'est surprenant parce qu'on ne s'attend pas à ça. Et nous voulions, Jamil et moi, confronter une enfant à la mort. C'est-à-dire essayer de voir quel peut être l'impact psychologique de la mort d'un proche, qu'est-il plus proche que son père, sur une petite fille de 5, 6 ans, 7 ans quand le livre démarre. Et donc, elle réagit à la mort de son père avec ses mots, avec ses sentiments qui sont ambigus. Et qu'est-ce que la mort? On essaie d'imaginer qu'est-ce que la mort dans l'esprit d'un enfant. Tout à fait. Et donc, dans ce livre aussi, il y a la France, il y a le Maroc, il y a l'Algérie. C'est un peu les mêmes territoires que vous êtes en train d'explorer à chaque fois. Oui, le nord et le sud de la Méditerranée et des pays ennemis, entre guillemets. Hein, le Maroc et l'Algérie, des sœurs qu'on a séparées, des sœurs qui
dans l'Antiquité étaient siamoises, hein, puisque Oui, le bien Maroc sûr, et bien sûr. l'Algérie, c'était la Mauritanie, hein, Oui, bien sûr. sous l'égide d'un roi berbère. Sous des régimes démocratiques qui Ah, pourraient faire Juba le même II. pays aujourd'hui encore, bien sûr. Volubilis, Tipaza. Hein, C'est le même tout pays, ça, hein, c'est la même Volubilis, culture. Césarée, Cherchel, fait. Tipaza, c'était le même pays. Icosium. Tout à J'adore fait. le nom Et d'Alger. ces pays ont été séparés par l'histoire. Est-ce qu'un jour on peut espérer que ces pays fassent le même pays? Jamil, Mais surtout. on peut espérer que l'Afrique du Nord devienne, Comme il y a eu des royaumes berbères musulmans hein, qui ont englobé ces deux pays. hein. et je ne vois pas ce qui pourrait s'opposer à ça, que l'Algérie, la Tunisie, le Maroc fassent l'équivalent de la communauté européenne. Européenne, oui, bien sûr. Et ce serait une grande avancée, non seulement historique, mais économique, parce que chacun des pays a apporté à l'autre. Bien sûr. Et toujours donc, dans ce roman, je reviens à Michel, le terme de thriller, c'est dans le sens polar, c'est différent. Comment est-ce que vous lui donnez une définition? Je pense que Vous l'avez déjà utilisé. Ah, hein, thriller, dans d'autres thriller, de toute livres, façon, hein. au sens littéral, en anglais, c'est faire trembler. Oui, oui. Donc, Donner frisson. c'est faire frissonner. Donc, effectivement, la douleur du fantôme, c'est un thriller. Ça fait frissonner. Mais Siamoise, non, ne fait pas frissonner. non, ne fait pas frissonner. Siamoise fait prendre conscience, Fait réfléchir. fait prendre conscience de la fragilité de notre équilibre psychologique. Voilà, je pense que c'est un peu ça l'ambition du livre. C'est de se dire que quand on a Peut-être même la fragilité de la vie elle-même, Ah, pas seulement de la vie, de l'aspect voilà, oui. psychologique. hein. c'est La effectivement vie ça, ne tient souvent qu'à qu'un un fil. L'équilibre aussi psychologique ne tient qu'à un fil. Il peut y avoir l'événement C'est qui fait vrai. basculer, et dans Siamoise, il y a l'événement qui fait basculer. tel- Oui, jamais. Mais c'est tellement facile de faire chavirer la raison, comme c'est tellement facile de tuer la vie. Tout à fait. C'est l'idée de ce roman. C'est l'idée de ce roman, donc c'est une de vos quêtes littéraires, et vous m'aviez dit tout à l'heure qu'il y a encore un autre livre qui se prépare. Et Il est celui-là, prêt, il est Oui. prêt. Il est prêt. On a même hésité à publier Siamoise avant ou après. L'un avant l'autre. Avant oui. l'autre. Et puis, sur les conseils d'un ami qui nous a dit d'une façon assez drôle, qui nous dit, vous êtes comme un avion, vous venez de décoller, vous avez quitté le sol, vous êtes 30 mètres au-dessus du sol, il faut prendre votre envol. Les gens vous attendent, ils ont aimé Alger sans Mozart, et ils sont dans une problématique méditerranéenne, le nord, le sud. À mon avis, ils n'ont pas tort. Gardez cette, Gardez ce cap, ce cap pour l'instant. Voilà. pour l'instant, bien sûr. Parce que l'autre est très différent, mais l'autre, nous l'aimons aussi beaucoup. L'autre va s'appeler Yesterday, en Et hommage à la chanson des Beatles. des Beatles, mais c'est pas la vie des Beatles que vous allez Ah non, raconter. Ah non, Jamil, non, pas du tout, non. Non, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, pour Noël, reçoit en cadeau de la part de son père un squelette. Oula, Oui, ça peut fait sembler- peur. Hein. Non, Donc Il est bienveillant. c'est un thriller. C'est Ça, un c'est un thriller. thriller, C'est un ok. thriller. Et elle reçoit un squelette parce qu'elle est lycéenne, elle est en terminale, et l'année d'après, elle va être étudiante en médecine. Et le D'accord. père lui dit, écoute, voilà, ce sera ton cadeau. Donc ça l'effraie un peu au début. Et puis elle finit par s'attacher à ce squelette en plastique. Et puis, elle a une copine qui est une gothique, qui est couverte de piercings, de tatouages, qui est très curieuse, trop curieuse, et qui lui dit, mais écoute, il est bizarre ton squelette, ce squelette-là, tu crois pas qu'il est vrai? Et puis, elle lui met une goutte d'acide chlorhydrique sur un os, et l'os se met à fumer, Ah bah oui. ce qui prouve que le squelette est vrai. Et donc, et on part en quête de à qui À appartenait qui ce squelette. appartenait ce Voilà. squelette? parce qu'il n'est pas arrivé là par hasard. Voilà. Et on renoue avec la place de l'art dans nos vies, et on renoue avec le mythe de Phèdre et la place du théâtre dans notre vie et de la culture dans notre vie, puisque l'héroïne du livre est passionnée de théâtre et passionnée de la pièce Phèdre. Et donc le roman tourne
Il autour tourne du mythe. aussi autour donc de cet art majeur qui est le théâtre. théâtre. Michel Canisi, est-ce que toi-même tu aimes beaucoup le théâtre? Ah oui, oui, j'adore, bien sûr. J'aime beaucoup le théâtre dans sa, comment dire, sa spécificité dangereuse. Je vais m'expliquer. Oui. Le théâtre révèle beaucoup de choses. Quand on va au cinéma et qu'on voit un mauvais film, on se raccroche toujours au décor, il se passe des choses. Bon. Au théâtre, quand c'est catastrophique, mais c'est horrible. C'est-à-dire qu'on s'ennuie terriblement. Mais par contre, quand c'est bon, alors là, vrai. ça nous emmène dans des Ça sphères... nous fait voyager, ça nous fait captive, voyager. ouais. Donc je veux dire, c'est quelque chose qui ne triche pas. Et donc là, on s'est dit, on va parler du théâtre. Jamil a cité Phèdre, mais ce n'est pas un Phèdre dont nous parlons dans Yesterday. C'est de 4 Phèdres. Comment se fait-il? Il y a 4 Phèdres majeurs. Il y a le Phèdre de Racine, évidemment. Ah d'accord. Que Bien tout sûr. le monde connaît. Il y a le Phèdre de Sénèque, Oui. bien avant, Bien avant. Au 1er siècle, je crois, après Et Jésus-Christ. encore plus avant. Et encore plus avant, celui d'Euripide. Et puis, en venant près de nous, d'un poète grec qui s'appelait Yannis Ritsos, qui a écrit un Phèdre magnifique. Donc, on a mélangé tous ces textes pour en faire quelque chose d'amusant. Mais C'est un beau ne- mélange. Ouais, oui, c'est un ça- beau mélange. Tu ne m'as pas posé la question de pourquoi Yesterday. Que viennent faire les Beatles Ah, là-dedans? j'allais venir, mais bon, c'est bien que tu Alors, nous je te le apportes dis tout la de suite. réponse. Vas-y. Bon. Eh bien, tout simplement parce que quand j'ai réécouté les paroles de cette chanson, Paul McCartney, quand il chante cette chanson, dit I'm not half the man I used to be. Donc, je ne suis plus la moitié de l'homme que j'étais. Ça colle avec un squelette, ça. Tout à fait. And there's a C'est place. bien trouvé. Now I need a place to hide away. Donc maintenant, j'ai besoin de trouver un endroit où me reposer parce que le squelette va trouver sa quête. Et pour en revenir à Nureyev, il y a une réflexion, une référence à Rudolf. Un jour, j'étais avec lui en Italie, je crois, et il était en train de donner une interview. Et la journaliste disait à Nureyev, « Mais enfin, monsieur Nureyev, à quoi vous sert d'avoir fait tant de danse classique puisque maintenant vous n'avez qu'une idée, c'est de danser des chorégraphes modernes, Jérôme Robbins, Balanchine, etc., Béjart et tout. » Oui. Il l'a regardé comme ça, il lui dit « Madame, est-ce que vous avez un squelette ?» Alors, la journaliste, un peu décontenancée, lui quoi dit « Bah oui, mais pourquoi ?» Eh bien, lui dit-il, enfin, avec son air hautain, comme ça, il dit « Madame, sachez que la danse classique, c'est mon squelette, c'est ça qui me tient, c'est ça qui me structure. Et que si vous n'avez pas de squelette, vous n'avez aucune forme et vous ne pouvez rien faire. » Et dans Yesterday, Tout à la fait. quête de l'identité du squelette, c'est ce qui structure tout le roman et c'est ce qui structure C'est la jeune vraiment fille. un bon fil conducteur et malheureusement on arrive au bout de notre voyage, de notre émission. Peut-être qu'on a oublié quelque chose, Michel. Oui. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Ah, Il y a un dernier mot. C'était une question. Ah, c'est une question, mais c'est pour en finir avec crois- l'émission. Non, ce qui est formidable, franchement, qu'est-ce que c'est bien d'avoir le temps de parler. Surtout quand on adore parler. Moi, je suis hyper bavard. J'espère que j'ai pas été trop bavard, mais j'adore ça. Eh bien, je suis content. Et Je suis merci, content mais pour Youssef, toi. merci parce que là, on Mais a je le t'en temps. prie, mon ami. On a l'impression d'avoir balayé, entre guillemets, hein, il y en a 4 de chaque côté, notre petite œuvre. 4 livres, c'est déjà pas mal, bientôt C'est déjà 5. pas mal, oui. Donc voilà, non, moi je suis ravi de cette interview, on a bien pu évoquer tout. Eh bien, tout le Parfait. plaisir est pour moi. Jamil aussi. Mais un merci, petit mot. merci de nous avoir reçus. Eh C'était ben, un grand plaisir. Je t'en prie, cher Jamil. Donc, merci d'être venu dans Graffiti. Vous aussi, mes amis, je vous dis merci de nous avoir regardés. Merci de nous avoir écoutés. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Au revoir.